suis heureux de vous y accueillir. Nous avons choisi le thème des projets architecturaux à l'hôpital. Pourquoi? Parce que nous sommes un GHU bâtisseur. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, mes profs de l'école des directeurs me disaient « Ah, vous ne serez jamais des directeurs bâtisseurs » parce que l'époque des années 80-90 s'était passée et qu'on voyait bien que pour les 30 prochaines années, on n'allait plus bâtir d'hôpitaux. C'est une erreur manifeste parce qu'au moins dans ce GHU, nous avons la chance de porter 3 grands projets majeurs d'investissement de la PHP pour les 10 années à venir. D'abord, le nouveau Lariboisière, dont la construction a débuté sur le site et qui va offrir aux patients de ce territoire un hôpital reconfiguré et permettre qu'un institut de recherche voit le jour. Et merci à Bénédicte Isabé et à Claire Paquet de nous le présenter. Deuxième projet, évidemment, l'hôpital universitaire campus Saint-Ouen Grand Paris Nord, qui regroupera les activités de Bichat et de Beaujon, dont nous venons de franchir l'étape décisive de l'APS et qui devrait ouvrir en 28. Et enfin, l'Institut Robert Debré du cerveau de l'enfant, qui verra le jour sur le site de l'hôpital Robert Debré et dont le concours d'architecture est lancé. Donc, l'histoire de l'hôpital, c'est l'histoire évidemment de la médecine, mais c'est aussi une histoire de l'architecture. Et nous ouvrons avec ces 3 grands projets une nouvelle page de l'architecture hospitalière du XXIe siècle, répondant aux défis sanitaires, bien évidemment, mais aussi aux défis sociétaux et environnementaux. Et pour chacun de ces projets, des groupes d'utilisateurs et d'usagers, plusieurs centaines sont mobilisés, travaillent de concert avec les architectes. Et c'est ce travail de conception, de co-conception qui fait la différence. Et finalement, qui fait la réussite d'un projet. Ils conçoivent ensemble les espaces en fonction des besoins et cette confrontation d'idées, de cogitation entre professionnels, usagers et architectes aboutit à l'optimisation de l'esquisse initiale, voire même à des idées inédites. Et c'est ce que Béatrice Chapin-Boscara, Antoine Chaya et Vassili Noula nous présenteront. Et je vous le redis, c'est de cette réflexion commune, de cette confrontation d'idées, d'exigences, il y en a pour les soins, mais il y en a aussi pour l'architecture, que naît la conception la meilleure. C'est de cette rencontre que se fait finalement la cristallisation. Mais la vie de l'hôpital, c'est aussi l'adaptation, l'évolution des permanentes des besoins et les projets du quotidien qui visent à améliorer les conditions d'accueil et de travail. Et c'est pour ces projets une démarche là aussi de co-construction avec les patients et les professionnels qui est mise en œuvre. L'expérience du service de néonatologie de Debré en est en cela exemplaire et elle nous sera présentée par David Clavquin et Astrid Flux. Tout comme la démarche menée d'ailleurs par Audrey Desmond sur l'accueil de Lariboisière. Bref, merci aux architectes, merci aux professionnels d'avoir bien voulu partager leur expérience et leur savoir-faire. Notre GHU est à la pointe de cette aventure pluriprofessionnelle, santé, architecte, parce qu'au cœur des 3 grands projets architecturaux de la PHP pour les 10 ans à venir, avec des équipes d'architectes hors normes, je suis heureux de le préciser, mais il est ainsi à la pointe ce GHU parce qu'il est à l'initiative d'un lien privilégié qui existe entre le monde de la santé et le monde de l'architecture. Et j'en veux pour preuve le partenariat avec l'école d'architecture Paris-Val de Seine qui s'est noué, qui s'est forgé, qui s'est renforcé avec le temps et qui a permis la réalisation d'une thèse de doctorat sur l'histoire de Beaujon, ainsi que la création d'une chaire de recherche et d'enseignement archives, architecture, design, santé, labellisée par le ministère de la Culture. C'est donc avec une grande joie
mais aussi avec une grande fierté que je vous propose de débuter ce rendez-vous du GHU en mouvement, mouvement qui bâtit ces hôpitaux de demain avec enthousiasme, avec une volonté de partage et le sens profond de l'utilité du design, mais aussi de la beauté, comme aime à le rappeler Renzo Piano, au service de la santé des patients. Je laisse la parole au docteur Mathilde Rhin et à Laurent Giraud pour la première séquence de ce webinaire. Très, très, très bon webinaire à vous tous. Merci. Merci, monsieur le directeur. Donc, je voudrais, avant de me présenter en tant que modérateur, vous remercier de cette belle introduction et vous dire que nous, les architectes, on aime bien les directeurs bâtisseurs. Maintenant, donc, nous sommes les gardiens du temps, Mathilde Rhin et moi-même. Et donc, en tant que modérateur, je vous présente le docteur Mathilde Rhin, anesthésiste réanimatrice, référente médicale pour le projet CHU SOGPL. Et donc, je suis accompagnée de Laurent Giraud, qui est architecte des BLG, qui est chargé de programmation, qui travaille au sein du département immobilier d'investissement de la PHP et en ce moment activement dans le grand projet de campus d'Hôpital Nord. Et je pense que notre binôme montre bien ce que ce webinaire veut faire ressentir, c'est-à-dire la collaboration entre les architectes et le soin. Merci Mathilde. Donc, dans le process de construction d'un grand hôpital, il y a l'étape du programme fonctionnel et technique qui définit les besoins et permet de lancer un concours d'architecture, puis le choix d'un jury pour un projet architectural avec ses parties pris, ses spécificités, la qualité et le design de ces espaces. On verra que le projet du futur hôpital Nord n'en manque pas, avec tous ces espaces de respiration qu'il nous offre, un hall lumineux, une rue publique, un atrium, des patios, des loggias, un espace planté et un toit jardin donc accessible au public et aux soignants qui participent du bien-être et de la santé des usagers de l'hôpital. C'est là que le projet de soins s'empare des plans projetés et prend toute sa place dans le dialogue avec l'architecte pour enrichir ce toit jardin avec de nouveaux usages et humaniser la vie de l'hôpital. C'est ce travail de co-conception au service d'un grand projet que Béatrice Chapin-Bouscara, cadre supérieur, masseur kinésithérapeute dans le groupe APHP Nord, Université de Paris, porteuse du projet de rééducation hors les murs, et Antoine Chaya, architecte partenaire au sein de l'agence Renzo Piano, vont nous raconter dans une présentation au titre intrigant, espace non exploité, espace exploitable, rééducation hors les murs, parcours de santé et orthithérapie au sein du campus hospitalo-universitaire Saint-Ouen Grand Paris Nord. Antoine, c'est à toi. Merci. Tout d'abord, je souhaite remercier Vincent Nicolas pour cette introduction à laquelle on adhère pleinement comme architecte, car elle exprime aussi notre façon d'exercer l'architecture. Nous sommes aussi des architectes bâtisseurs. En effet, comme l'a rappelé Laurent, le titre est intriguant parce qu'il peut cacher une connotation négative, dans le sens où non exploité. Non exploité dans le sens où gâché, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, ce niveau-là, le toit, il est non exploité, c'est vrai, dans le sens où le PLU permettait de rajouter un niveau supplémentaire sur la totalité du toit. Or, en rajoutant un niveau supplémentaire, l'accès au toit de ce niveau, il n'est plus public parce qu'on dépasse. On n'est plus dans une configuration de bâtiment normal, mais on devient dans IGH. Nous avons intentionnellement voulu terminer le bâtiment avec un niveau qui est accessible au corps médical, un jardin planté. Ce corps médical, enfin, je souhaite quand même rappeler que pendant le concours, on était pleinement dans la pandémie. Tous les soirs à 8 heures, on arrêtait de travailler et on applaudissait le corps médical. Alors, à un certain moment, on a dit on arrête d'applaudir et on fait quelque chose
qui doit être vraiment significatif dans cet hôpital, c'est dédier un jardin sur le toit pour que ce corps médical qui travaille 24 heures sur 7 jours, dans les moments des crises, puisse monter, respirer, se relaxer, parce qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles. Mais aussi les patients. Les patients aussi peuvent monter avec leur famille. Donc, est-ce que Laurent, tu vas partager c'est vous qui partagez, non? Voilà. Donc, je commençais à expliquer la raison d'être de ce jardin qui existe à un niveau 28. C'est la limite d'un niveau accessible sans tomber dans l'IGH. Donc, l'intention était de créer un espace, un lieu de sérénité qui, je peux passer à la prochaine, s'il te plaît. C'est un lieu qui est, voilà, c'est un lieu qui laisse respirer, qui aussi permet d'avoir un contact direct avec la nature. En fait, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'études qui démontrent que le rapport avec la nature, ça aide à diminuer le stress, ça aide à la guérison. Donc, au-delà de l'aspect purement décoratif ou ornemental, ce toit-là, il a un rôle curatif et thérapeutique que tout à l'heure, Béatrice Chapin-Bouscara va un petit peu détailler les parcours. Je peux passer à la prochaine. Donc, il ne s'agit pas, on ne parle pas d'un petit jardin. On parle d'une surface plantée de 1,5 hectare. Donc, c'est énorme, c'est très, très grand, donc c'est très généreux. C'est un toit qui est arboré, planté de 800 arbres. On ne parle pas d'un petit jardin, d'une maison, c'est véritablement un parc suspendu qui est sur le toit de ce bâtiment, un parc qui a un rôle curatif et thérapeutique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui aide à la rétablissement des patients. La suivante. Donc, ce qu'on a dit, on a cherché à un certain moment à dire, d'accord, mais comment on va amener les gens à monter sur le toit? C'est-à-dire faire un jardin, c'est vrai, il est accessible, mais s'il n'y a pas des fonctions qui naturellement drainent les gens vers le haut, personne n'ira. Raison pour laquelle on a désobéi au programme du concours qui prévoyait le restaurant au niveau rez-de-chaussée. On a mis une partie du restaurant sur le toit pour qu'il y ait une bonne raison d'y aller là-haut. On a aussi mis le hub d'innovation là. Donc, on a créé une très bonne raison pour amener le corps médical, aussi les patients et les familles de monter sur le toit. Car aussi, on a créé les jardins thérapeutiques, on a créé un parcours de rééducation, mais aussi on a créé un cours pour la crèche qui fait partie du projet. Ce schéma-là, seulement pour vous donner une idée d'échelle du projet. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est une superposition du Palais Royal, c'est l'image qui est en bas, et le dessin qui est en noir, c'est le bâtiment de l'hôpital du Nord. C'est pour vous dire qu'on ne parle pas d'un petit jardin. C'est quand même à l'échelle urbaine, ce jardin-là, il est vraiment significatif. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine? Donc, comme je disais, la présence de la nature, elle n'est pas anecdotique. On l'a représentée dans plusieurs façons. Au niveau du sol, on a créé ce qu'on appelle la forêt urbaine. On plante des arbres en pleine terre. On a créé les atriums. On a créé les atriums qui sont aussi plantés. Ce sont des éléments qui amènent la lumière pour favoriser un espace ergonomique pour le corps médical. Et bien sûr, on voit sur le toit comment le toit il est planté avec les 800 arbres. Mais tout ensemble, on a un ensemble de 950 arbres qui sont plantés sur ce terrain. Donc, on commence avec un terrain à 100% occupé par une usine et après, on fournit à la ville
de la PHP qui fournit à la ville un bâtiment, un hôpital qui est grand, et en plus 950 arbres et quasiment 2 hectares qui sont plantés. On peut passer à la prochaine. Alors, quand on parle de toits plantés, il faut bien que les bonnes conditions soient réunies pour que ces arbres poussent. Et on parle d'arbres de 5-6 mètres de hauteur. Donc, on a en moyenne, on a 1 mètre de terre. Et grosso modo, chaque arbre a plus ou moins 9 mètres cubes de terre pour vraiment pousser. Donc, l'idée, c'est quand même il faut planter, mais il faut que ces plantations, ces arbres-là, soient dans de très bonnes conditions pour assurer leur survie avec le temps. Et là, quand on a commencé à réfléchir au niveau du concours, on pensait au tout début, on pensait à des arbres fruitiers. On a dit éventuellement, on peut faire, on a exploré des pommes ou bien des agrumes, en disant qu'éventuellement, la PHP peut donner ça une concession à quelqu'un qui exploite et qui fasse la manutention. Après, on a compris que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Quand on rentre dans la commercialisation, les questions des accès, de sécurité deviennent beaucoup plus compliquées. Donc aujourd'hui, le projet s'oriente vers 2 directions. On est en train d'explorer un parc de tilleuls. On se rend compte que le tilleul, il nécessite un peu plus de manutention, un peu plus de soins, ce qui peut engendrer des coûts d'entretien qui sont un peu plus élevés. Là, on est en pleine discussion avec la PHP. Et comme l'a rappelé Vincent Nicolas, on travaille avec les gens les plus concernés, mais aussi avec les utilisateurs. Et la deuxième piste, qui est éventuellement meilleure, c'est d'utiliser une espèce qui s'appelle Acher platanoïde, c'est-à-dire c'est une espèce d'érable qui est aussi l'érable, qui est un arbre très très beau et qui nécessite moins d'entretien que les tilleuls. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine? Je pense que ça va être aussi la dernière dans mon intervention. Donc, j'ai dit que ce parc est un parc qui a une vocation curative, thérapeutique, et raison pour laquelle le jardin, il est planté aussi dans cette optique. Donc, on a un jardin floral, aromatique et potager, et avec une large palette végétale qui aussi contient qui inclut des plantes médicinales. Et je voudrais préciser que tout ce toit, tous ces espaces sur le toit sont accessibles en fauteuil roulant. Donc, tout le monde a accès à cet espace-là. Donc, voilà, on voit ce dernier niveau comme un jardin, comme un outil curatif, un outil thérapeutique qui est, je dois aussi l'avouer et le dire avec avec plaisir, que ce toit-là, au niveau du concours, on ne l'a pas du tout imaginé, on n'est pas allé aussi loin dans la réflexion. Et bien sûr, on s'est arrêté sur le rapport entre les utilisateurs et la nature. On a compris le rapport, comment la nature diminue le stress, le rapport entre l'homme ou entre l'être humain et l'arbre, comment ça accélère le guérison. Mais je dois avouer quand même que les utilisateurs nous ont aidés à développer ce toit. Je me rappelle dans une réunion, un cardiologue, il a dit, mais votre toit, moi, je vais l'utiliser pour faire mon exercice d'effort. Je voudrais faire courir mes malades sur le toit. Quelqu'un d'autre qui a dit, mais moi, je veux traiter mes patients avec les plantes. Donc, il me faut absolument un petit endroit où mes patients peuvent venir faire du jardinage, peuvent travailler avec les plantes. Donc, vous savez, nous sommes des pauvres architectes, on arrive avec des idées, mais ces idées, si on ne trouve pas quelqu'un qui donne des ailes à ces idées vont tout de suite tomber. Et on a eu, je dois avouer qu'on a eu beaucoup de chance, parce qu'on a travaillé avec des gens, que ce soit l'équipe de la PHP, mais aussi les utilisateurs, des gens qui ont donné des ailes au projet et qui ont permis au projet d'aller plus loin. Maintenant, je laisse la place à Béatrice Chapin-Bouscara, qui va vous développer le parcours thérapeutique sur le toit.
Merci Antoine. Je vous remercie Antoine. Donc, la rééducation des patients de ce nouvel établissement a été conçue pour sortir des activités de rééducation conventionnelles en chambre ou en salle de rééducation, en profitant donc de cet espace sécurisé qui n'était pas exploité, qui est donc la toiture de l'établissement. En profitant donc des bienfaits de l'extérieur, le patient pourra s'extraire de son environnement hospitalier et maintenir un contact avec l'extérieur et la réalité. Nous avons, en collaboration avec l'équipe des architectes, conçu 2 espaces, un jardin de rééducation et un jardin thérapeutique. Diapositive. Dans le jardin de rééducation, les activités physiques des patients, dans le cadre de leur rééducation, s'effectueront autour de 3 espaces distincts avec des niveaux de difficulté différents. Je vous présente ici le niveau facile, qui va par exemple prendre une bicyclette à bras et un pédalier qui vont permettre le renforcement des membres inférieurs et des membres supérieurs des patients, ainsi que d'améliorer leur capacité cardio-respiratoire. Un espace d'escalier, de passage de haies et de parcours de cercle qui permettra le travail de l'équilibre et la coordination et qui va faciliter le retour au domicile du patient, notamment par exemple pour le passage des trottoirs. Et enfin, des tableaux cognitifs pour stimuler l'orientation et la reconnaissance. Diapositive. L'orthithérapie ou jardin thérapeutique constitue le 2e volet des activités de rééducation qui sera proposé aux patients. Merci. L'espace est composé d'un espace potager et d'un espace mellifère qui vont permettre le travail de l'équilibre et le relevé du sol, et un second espace de table horticole, qui répondra à des objectifs plus de planification des tâches et de coordination des patients. Et comme vous le voyez sur ce plan, cet accès sera également accessible aux fauteuils roulants. Le travail en orthithérapie à travers la culture des plantes répond à différents objectifs de rééducation, notamment sur le plan physique, psychique, social et cognitif. Le patient devient ainsi acteur de son traitement. Il va aussi s'investir en qualité de soignant du jardin et apporter aux plantes l'attention nécessaire. Suivante. L'ensemble de ces activités sera réalisé sous contrôle des rééducateurs, donc ergothérapeutes, kinésithérapeutes, enseignants en activité physique adaptée ou orthophonistes selon les besoins du patient. Les agrès sportifs seront également accessibles aux professionnels. Cet espace en toiture est donc conçu comme une bouffée d'air pour les patients et les professionnels. Il s'intègre dans la globalité des soins aux patients et dans le bien-être des personnels. Je vous remercie. Merci Béatrice et merci à tous les deux pour ce bel exemple qui montre que voilà, le projet architectural est au service du projet de soins et qu'au-delà du programme, donc, le dialogue avec l'architecte et une utilisatrice spécialisée dans l'hôpital permet de faire évoluer le projet et d'améliorer, d'enrichir les usages, en l'occurrence sur ce toit. Pour la deuxième présentation, on reviendra peut-être après aux questions, mais on enchaîne pour rester un peu dans le timing. Donc, Vassili Mouala, architecte au sein de l'agence Brunet-Saunier, donc spécialisée dans la conception des secteurs bloc opératoire
maternité et unité de chirurgie ambulatoire, nous parlera de flexibilité, d'évolutivité dans le travail du plan fonctionnel de l'unité de chirurgie ambulatoire du futur hôpital pour prendre en compte l'évolution des besoins en concertation avec les utilisateurs. Elle sera accompagnée dans cette présentation donc, de Mathilde Rhin, qui sort de son rôle de modératrice pour endosser celui d'experte utilisatrice de l'hôpital, donc référente médicale sur le projet, on l'a dit tout à l'heure, dont la vision transversale en tant qu'anesthésiste réanimatrice, je tiens à le rappeler en tant que programmiste, a beaucoup aidé à la mise au point des plans du service. Là aussi, le dialogue entre l'architecte et utilisatrice experte de l'hôpital permet d'enrichir et d'adapter le plan au nouveau parcours ambulatoire et au nouveau mode de prise en charge au service de la qualité d'usage, du confort et de la sécurité du patient. Voici, Vicky, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Vassil Kinoulla et je vais vous présenter le processus de réunion avec les utilisateurs à travers l'exemple de l'unité de chirurgie ambulatoire. Comme Laurent Giraud a expliqué au début de ce webinaire, nous recevons un programme fonctionnel en début de concours. Et donc, sur ce concours, on a reçu le programme qui demandait 2 unités d'hôpital de jour ambulatoire qui n'étaient pas nécessairement connectées avec les blocs opératoires et que nous avons pris les parties de mettre en contiguïté directe avec les blocs opératoires et le centre interventionnel, le centre d'endoscopie. Donc, on a donc présenté en premier temps aux utilisateurs les 2 unités qui sont en miroir. C'est 2 unités identiques, donc avec 2 entrées, 2 accueils, 2 attentes, et elles sont l'une en face de l'autre, et avec un accès direct vers le bloc. Donc là, on a eu une concertation évidemment avec les utilisateurs sur les fonctionnements et la contiguïté avec les blocs et les centres interventionnels et endoscopiques nous a incité à créer une unité de chirurgie ambulatoire plutôt que 2 unités d'hôpital de jour et mutualiser les moyens afin d'arriver à quelque chose de plus fonctionnel pour l'équipe, pour les patients, pour tout le monde. Vous pouvez avancer. Donc, on a fait évoluer les plans et nous avons mutualisé les fonctions qui étaient possibles. Donc, on a créé un accueil avec l'attente. Après, on a créé l'espace vestiaire avec les consultations. Et après, il y avait 2 espaces avec des fauteuils pour des patients invalides et les chambres avec des lits pour des patients qui ne sont pas entrés dans le temps. L'entrée au bloc s'est faite par un sas de transfert directement dans le module du bloc qui serait dédié, qu'on a proposé que ce soit dédié à un ambulatoire. Donc, on passe un bloc et après les réveils, s'il y en a, si le patient est sous-âgé, on revient et on va vers les chambres et les espaces fauteuils. S'il n'y a pas d'âgé, le patient est valide et il traverse le SAS transfert pour revenir à l'espace chambre ou fauteuil. Pardon, Vassili, qui s'est allé trop vite. Oui. Si vous pouvez revenir à l'arrière, c'est bon. Et on passe juste à la prochaine diapositive. Ah, c'est bon. Donc, à ce moment, nous avons discuté avec les utilisateurs sur le nombre de lits et de chambres qui sont nécessaires. Et on a voulu les adapter au mode de fonctionnement des professionnels. Comment les patients sont pris en charge
Et en plus, nous sommes concertés sur les différents types de prise en charge, c'est-à-dire les patients ambulatoires, les patients interventionnels endoscopie ou les patients J0 qui seraient pris en charge dans les centres ambulatoires. Donc, nous avons, comme ça, nous sommes arrivés à ce dernier plan où on a, justement, on a pensé sur l'évolution par rapport aux différents flux de patients. Les patients ambulatoires, donc, arrivent à l'accueil. Il y a l'attente pour être accueillis. Ils passent par les vestiaires que nous avons agrandis. Ils passent aux consultations pour après passer à l'attente des valides et des couchés. Son accompagnant, il a un espace dédié juste à côté de l'entrée de l'unité. Et après l'attente, il traverse les SAS pour arriver à l'unité de bloc ambulatoire dédié. À la fin de son opération, s'il est sous-âgé, comme on a dit, il revient depuis la salle de réveil et il passe dans les chambres ou dans les cocons. Donc, avec les utilisateurs, on avait tous vu les cocons dans différents projets. Et ils ont voulu amener ça dans le nouvel hôpital, donc créer des espaces plus intimes pour les patients et pour que le professionnel puisse amener quelques soins d'une manière plus intime. Prochaine diapo. Donc, les patients aussi, on accueille dans le centre ambulatoire les patients qui vont à l'interventionnel et endoscopie et qui seront sous-âgés. Donc, ils passent à l'accueil, ils passent le vestiaire pour faire leur consultation. Et après, juste en face, ils passent dans le centre interventionnel et endoscopie. Donc après, il revient depuis le réveil pour aller vers les chambres ou les cocons, selon le retard. Et, après, il y a les patients J0. C'est les patients qui vont arriver le matin pour leur intervention. Donc, ils arrivent avec leur valise, ils passent à l'accueil, vestiaire et consultation. Et après, justement, pour que ça marche, les utilisateurs nous ont indiqué qu'il faut rajouter une bagagerie pour qu'ils puissent laisser leur valise avant d'être pris en charge. Donc, ils déposent leur valise et après, ils sont prêts pour passer en bloc. Ils passent au bloc et après, ils sont conduits directement dans leur chambre et leurs bagages sont aussi amenés après eux, avant eux, dans la chambre dédiée. Il faut comprendre que toute cette évolution du plan n'est pas possible sans la participation des utilisateurs parce que nous, on peut concevoir des espaces fonctionnels, mais on a vraiment besoin de l'expérience et du fonctionnement de chaque service et de chaque équipe parce que ce n'est pas toujours pareil. Et c'est un travail de collaboration très important pour les deux, pour nous, architectes, et pour les utilisateurs, qui nous permet d'arriver à un résultat optimal. Merci. Je laisse la place à Mathilde Derain pour raconter l'expérience du point de vue des utilisateurs. Oui, merci Vassiliki. Je pense que vous avez bien résumé l'évolution du projet en fonction des discussions. C'est vrai que on a le premier travail ensemble entre architectes et utilisateurs. Les utilisateurs, ce n'était pas que des médecins, il y avait des cadres, il n'y avait pas que des anesthésistes, il y avait des chirurgiens, les endoscopistes. Enfin, c'était tout un petit groupe d'utilisateurs. On a déjà commencé ensemble à bien définir le cadre et les parcours des patients. Parce qu'on a toujours tendance à avoir l'ambulatoire, c'est un patient qui arrive valide et qui repart valide, qui a juste une petite chirurgie de la main, par exemple. Et en fait, les activités en tout cas de nos hôpitaux, Bichat à Beaujon, ont des spécificités qui fait qu'on prend en charge des patients qui vont arriver et qui ne vont pas être hospitalisés dans l'hôpital une nuit, mais pour autant qui peuvent être avec des charges en soins plus ou moins lourdes. Donc, on a défini, comme vous l'avez dit, le patient qui arrive ou debout ou couché, et on a essayé de travailler une circulation pour ne pas embouteiller et que tous les patients arrivent par un seul et même sas, parce qu'on a quand même un bloc opératoire qui est
qui a une dimension de 25 salles. Et c'est pour ça qu'on a défini un SAS patient tout en haut, qui est donc jaune sur la diapositive, avec une entrée directe des patients assez valides vers les blocs opératoires. Et ce qu'on ne voit pas sur la diapositive, il y a un second SAS pour les patients qui sont plus standards pour la chirurgie, avec des patients hospitalisés. On a pris en compte, comme vous l'avez dit aussi, les patients qui ont un circuit très très court, qui ne vont pas avoir d'anesthésie, par exemple les fibroscopies sans anesthésie. On ne voulait pas, pour ces patients-là, qu'ils aient à faire tout le parcours standard, un petit peu lourd et donc du coup consommateur en temps pour tout le monde, avec un circuit très court. Et on avait inclus les patients en tranche J0, qui consiste à arriver le matin mais à rester la nuit post-opératoire à l'hôpital, ce qui engendre certaines contraintes qui ne sont pas les mêmes que l'ambulatoire, avec notamment la bagagerie, les vestiaires, la douche. La problématique n'est pas tout à fait la même. On a travaillé aussi sur les espaces d'attente, parce que là, on voit juste en rose accueil. Et en fait, tout ça a été retravaillé avec les architectes pour bien définir qu'un patient, il attend avant d'avoir son intervention, avant d'être accueilli même. Et une fois que l'intervention est terminée, qu'il est sorti du cocon, il va parfois attendre son taxi, attendre son accompagnateur. Et on a voulu prendre en compte aussi ce besoin des patients et les besoins des accompagnants, avec la création d'une salle d'attente pour les accompagnants, bien prendre en compte tous ces espaces d'attente. Après, je vais faire assez vite parce que vous l'avez dit, mais c'est vrai qu'on a retravaillé un peu sur le besoin en nombre de chambres par rapport au nombre de cocons. On est resté à nombre de places égales, mais on a favorisé un peu les cocons par rapport aux chambres, parce que c'est quand même le virage ambulatoire qui favorise plutôt les cocons que les chambres. Voilà, je pense que on a abordé seulement quelques points de tout ce qui a été discuté. Il y a eu beaucoup de discussions même sur des petits détails, et on ne va pas, je pense, revenir dessus aujourd'hui. La présentation était plus pour voir comment les plans initiaux ont été modifiés suite aux discussions entre architectes et groupes utilisateurs. Merci donc Mathilde et merci Vicky. En fait, là aussi on voit que le plan a beaucoup évolué et que le projet nécessite de bien dialoguer avec l'architecte pour mettre au point et assurer justement l'utilisation de cette structure avec tous les parcours ambulatoires qui ont été décrits et qui sont très importants pour le fonctionnement de l'hôpital demain. S'il n'y a peut-être pas de questions à ce stade, je vous propose d'enchaîner pour rester après dans le timing. Donc là, je vais présenter la troisième intervention. Donc, comme l'a rappelé Vincent Nicolas Delpech dans son introduction, le nouveau Lariboisière, dont la construction vient de commencer avec le futur hôpital Nord de Paris, font partie des opérations majeures de la PHP, conçues pour rééquilibrer et moderniser l'offre de soins hospitalo-universitaires dans le Nord parisien. Donc, le projet du nouveau Lariboisière doit permettre de regrouper toutes les activités d'hospitalisation médico-technique qui sont aujourd'hui dispersées dans les peines historiques, pour offrir un hôpital fonctionnel et à la pointe de la recherche. Pour mettre au point et améliorer le projet en fonction des besoins de ce nouvel hôpital, de nombreux utilisateurs, professionnels et usagers ont travaillé avec les architectes de l'agence Brunet-Saunier. C'est encore là une riche expérience de co-conception dont vont nous parler Bénédicte Isabé, directrice de l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal, garante à travers la trajectoire patrimoniale du site de la mise en œuvre du projet médical, et Claire Paquet, professeure à l'Université de Paris, chef de service du Centre de neurologie cognitive à l'hôpital Lariboisière, dont l'expertise serait certainement intéressante pour aider les architectes à comprendre l'importance de la conception des espaces sur la bonne perception spatiale de nos usagers à l'hôpital, et qui va nous parler du regroupement des forces de recherche sur la frange ouest du site de Lariboisière. Bénédicte, c'est à vous.
Bonjour à tous et merci beaucoup de nous donner l'opportunité de vous présenter notre projet nouveau Lariboisière. Et pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas le projet, on vous propose de comprendre ensemble pourquoi ce projet s'est imposé comme incontournable il y a quelques années. Alors, on peut peut-être passer à la diapositive suivante qui en fait représente une photo qui a été prise il y a quelques années et on y voit bien plusieurs points assez caractéristiques. Le premier, c'est celui de la grande dispersion de nos bâtiments et de fait de nos activités sur le site, puisque il y a encore quelques années, c'était sur plus de 30 bâtiments ou peignes que nos activités étaient dispersées, avec plusieurs dysfonctionnements importants, qui sont d'une part la distance entre les activités très complémentaires, et l'exemple le plus illustratif qu'on donne souvent, c'est celui de la distance entre l'entrée du SAU, où se fait l'accueil des patients, et puis l'unité d'hospitalisation de courte durée, qui est à l'opposé de l'hôpital. Donc, c'est plusieurs centaines de mètres qui sont traversés par les patients en brancard dans les sous-sols, dans des conditions pas optimales. En tout cas, première difficulté, la dispersion et de ce fait, l'absence de proximité entre les activités qui devraient être les unes à côté des autres. Et puis, ça induit bien sûr des déplacements pour les professionnels et les patients. Et puis, ça induit aussi pour le visiteur un manque de lisibilité sur l'organisation du site et donc une difficulté d'orientation. La deuxième caractéristique que l'on voit, c'est pour la partie historique. Alors, ce qu'on appelle la partie historique, on peut peut-être la montrer, Virginie, c'est celle qui est donc au milieu de l'image, puisque le bâtiment historique a été mis à disposition des équipes hospitalières en 1854. Et donc, on voit effectivement la trame très particulière de ce qu'on appelle nos peignes, donc ces bâtiments issus de la partie historique qui sont très en longueur, qui répondent aux préoccupations hygiénistes qui prévalaient à l'époque, mais qui aujourd'hui sont inadaptées à une médecine moderne où l'on aimerait avoir des unités plus regroupées. Et puis la troisième difficulté à laquelle on fait face, c'est celle bien sûr de l'ancienneté et donc de la vétusté de nos bâtiments avec un confort hôtelier qu'on aimerait améliorer, notamment en ayant davantage de chambres individuelles pour nos patients. Si on passe à la diapositive suivante, là on se projette à 3 ans et demi. On arrive en avril 2026, puisque c'est effectivement la date de livraison du bâtiment. On voit sur cette image le bâtiment nouveau, Lariboisière. Pardon, on peut revenir à la diapo précédente. Voilà, on voit le bâtiment nouveau, Lariboisière. Merci Virginie. Qu'on voit, qu'on reconnaît à sa forme très caractéristique en Y ou L de papillon. Et ce que l'on voit aussi sur cette image, c'est le fait que le nouveau Lariboisière, c'est aussi un projet urbain, c'est aussi un projet d'intégration dans la ville et qui va modifier le rapport de l'hôpital à la ville. La première caractéristique importante, c'est celle de l'envergure du bâtiment que Virginie nous a montré et peut nous remontrer, qui va se déployer sur 46 000 m². Il est intéressant de le comparer visuellement à la fois à nos bâtiments historiques et à la gare du Nord et de voir effectivement au travers de ces comparaisons le fait que c'est un bâtiment d'envergure qui va ainsi se construire sur notre site. La deuxième caractéristique, c'est celle de l'ouverture, comme je le disais, du bâtiment sur la ville et en particulier sur le boulevard de la Chapelle. Et donc, on va avoir une inversion du rapport à la ville. Autant aujourd'hui, l'entrée de l'hôpital se fait sur le sud, rue Ambroise Paré, une orientation de l'hôpital donc ouverte vers le sud. Autant, dans l'avenir, l'entrée du bâtiment, mais aussi de l'ensemble du site, se fera vers le nord et c'était une intention architecturale et une intention urbaine forte de la part de l'assistance publique qui souhaite investir au bénéfice des populations du nord de Paris et qui ainsi a imposé que le bâtiment s'ouvre et le site s'ouvre désormais vers le nord de Paris. La troisième caractéristique importante, c'est effectivement le positionnement du bâtiment qui sera donc très en bordure de parcelles, très ouvert sur la ville. Il y aura bien sûr des grilles qui protégeront l'hôpital, mais en tout cas, ce sera en rupture par rapport à la configuration actuelle où on a des murs d'enceinte hauts, épais, austères, qui encerclent, qui enferment l'hôpital. Là, on sera dans une posture
beaucoup plus ouverte. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, c'est un projet urbain qui va se déployer et qui va considérablement changer la physionomie de cette partie de Paris et de cette partie du 10e arrondissement. Si on passe à la diapo suivante, on y voit de façon plus précise le contenu du projet. Le nouveau Lariboisière, c'est donc, pour commencer, un bâtiment. C'est un projet bâtimentaire, comme je le disais, de 46 000 m², qui va regrouper nos activités d'hospitalisation, notre plateau technique, les urgences, le bloc, les soins critiques. Donc, c'est vraiment le cœur chaud, le cœur névralgique de l'hôpital qui va se concentrer dans ce bâtiment, avec également une maternité de 3200 accouchements, donc une capacité d'accouchement supérieure à celle que l'on connaît aujourd'hui, et puis un plateau technique avec bien sûr des IRM, scanners, salles de radiologie interventionnelle et 17 salles d'opération. Si on passe à la diapositive suivante, on y voit que le nouveau Lariboisière, c'est un projet bâtimentaire que je viens d'évoquer, mais c'est plus qu'un projet bâtimentaire. Le nouveau Lariboisière, c'est aussi un projet qui porte la reconfiguration complète de l'ensemble du site et qui va en particulier répondre à ce que j'évoquais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire la dispersion de nos activités que l'on connaît aujourd'hui. Dans le futur nouveau Lariboisière, ce que nous aurons, c'est effectivement un schéma directeur cohérent avec une répartition rationnelle de nos activités, les activités complémentaires étant regroupées entre elles avec une spécialisation des différentes zones. Comme on le voit, on aura en rouge, dans le nouveau Lariboisière, le cœur névralgique, hospitalisation, plateau technique. Sur les peignes Est, nous aurons toutes nos activités ambulatoires au sens hôpitaux de jour et consultation. La seule exception, c'est effectivement la chirurgie ambulatoire qui sera dans le bâtiment nouveau Lariboisière, complètement contigu au bloc opératoire et même intégré au bloc opératoire. Nous aurons 2 zones tertiaires avec le bâtiment Morax qui a déjà ouvert, puisqu'effectivement, c'est un bâtiment qui a ouvert sur 5000 m² en fin 2020, début 2021. Donc, activité tertiaire et ANAPAD dans ce bâtiment et activité tertiaire également sur une partie des peignes côté ouest cette fois-ci. Et puis, il y a quelques mois, on aurait eu une présentation qui se serait arrêtée là. Là, on peut aller un peu plus loin, puisque l'assistance publique a pris il y a quelques mois une décision fondamentale qui est de renoncer à la cession d'une partie de la parcelle ouest. Puisque initialement, la parcelle ouest que l'on voit en vert devait être cédée pour permettre notamment le financement de l'opération. Et la difficulté que l'on avait, c'est que de la même façon que nos bâtiments historiques sont inadaptés à une médecine moderne, ils le sont tout autant à une activité scientifique moderne. Donc, là où on voulait implanter un institut de recherche, on se confrontait à la difficulté que les peignes ouest que l'on voit là, qui restent vides, en tout cas qui ne sont pas identifiés sur la photo, effectivement étaient eux aussi inadaptés à une activité scientifique. Et donc du coup, l'assistance publique a fait le choix de renoncer à la cession d'une partie de la parcelle ouest pour permettre, comme Claire Paquet nous l'expliquera tout à l'heure, l'émergence d'un institut de recherche sur le site de Lariboisière. Parallèlement, nous allons travailler sur l'implantation des activités de rhumatologie de Bichat regroupées à celles de Lariboisière sur notre site. Et donc, avec les équipes médicales, nous portons le fait que ce projet d'institut de rhumatologie pourrait se poser sur cette parcelle ouest. Donc, on voit effectivement vraiment la dimension de recomposition, au-delà de la dimension spécifiquement bâtimentaire du bâtiment nouveau Lariboisière, vraiment la recomposition du site. Et au-delà du site, c'est aussi celle du groupe Lariboisière Fernand Vidal, puisqu'il est prévu que les activités de médecine physique, les activités de psychiatrie et addictologie qui sont aujourd'hui implantées sur Fernand Vidal rejoignent la Lariboisière en étant implantés dans le bâtiment gallien que l'on voit dans la zone rouge et que l'on repère avec l'étoile qui est sur le toit en gris entre le nouveau Lariboisière et Morax.
Et donc, ce bâtiment sera rénové pour permettre l'implantation de ces activités. Donc, c'est vraiment un projet de reconfiguration à l'échelle des 2 sites que nous sommes en train de nous engager avec ce projet nouveau Lariboisière. On peut passer à la diapositive suivante où l'on voit effectivement les images des étapes qui jalonnent ce projet. Comme je vous le disais tout à l'heure, le bâtiment Morax qui a ouvert fin 2020, qui regroupe, on peut revenir à la diapo précédente. Voilà, qui donc regroupe les activités d'Anapat et également les activités techniques, notamment la centrale électrique du site. C'est également les activités de tertiaire, des réanimations, différentes directions. On peut s'interroger sur la cohérence de ce bâtiment, puisqu'effectivement, c'est des activités assez contrastées qui sont regroupées. En fait, le point commun, le plus petit dénominateur qu'elles ont ensemble, c'est le fait que toutes étaient implantées sur l'emprise du grand chantier Nouveau Lariboisière. Donc, il a été nécessaire de retrouver un lieu pour les regrouper. Et c'est en fait l'esprit de ce bâtiment Morax. Comme je le disais tout à l'heure, avril 2026, livraison du nouveau Lariboisière. Et puis, la 3e étape, si on revient sur la diapositive précédente, c'est effectivement celle que… diapositive précédente, pardon. C'est effectivement voilà, l'ouverture des peignes qui vont être rénovés, ainsi que du bâtiment Gallia lui-même rénové, comme on l'évoquait, pour accueillir les activités MPR, psychiatrie, addictologie. Et donc là, on est sur un horizon 2028-2029. Sur la diapositive suivante, on voit de façon plus précise les étapes qui vont jalonner la phase de travaux, puisque les équipes travaux sont arrivées au mois de septembre sur le site. Elles ont d'abord pris possession du terrain. Un certain nombre d'étapes techniques très importantes ont commencé. Les terrassements sont en cours. Les pieux périmétriques qui vont donc jalonner le pourtour du chantier sont en train d'être installés, et à grosse maille, le gros œuvre sera finalisé fin 2024. On commencera alors l'étape du clos et couvert et des aménagements intérieurs avant donc cette livraison tant attendue qu'on espère tous en avril 2026. Si on passe sur la diapositive suivante, on voit effectivement que la conception en site occupé d'un projet et la conduite d'un projet immobilier de cette envergure, c'est un projet qui doit être cadré de la façon la plus stricte, de façon à maîtriser toutes les nuisances qui sont possiblement liées au chantier, avec bien sûr une préoccupation particulière sur le risque aspergillaire que l'on gère de la façon la plus étroite avec l'équipe d'hygiène de l'hôpital, et donc avec la mise en place de dispositifs de brumisation et d'arrosage que l'on voit effectivement sur l'image, et puis aussi avec des capteurs environnementaux qui sont cadrés avec des seuils très stricts à ne pas dépasser, avec des dispositifs d'alerte, et donc que ce soit sur le bruit ou l'empoussièrement ou les vibrations, il y a effectivement ces capteurs qui nous alertent et puis qui peuvent nous conduire à réajuster si nécessaire. Donc, en tout cas, une préoccupation importante sur la gestion et la prévention des risques environnementaux. On peut passer à la diapositive suivante. Le nouveau Lariboisière, c'est, comme on le disait, c'est une recomposition du site, c'est un projet immobilier, mais c'est aussi une formidable opportunité de s'interroger sur nos organisations et possiblement, et c'est le cas, de transformer nos organisations avec un certain nombre de principes directeurs. Le premier principe, et partagé sur tous nos projets à l'échelle du GHU, c'est que c'est bien sûr l'organisation qui doit dicter l'architecture et les choix architecturaux et pas l'inverse. Et c'est pour cela que nos prédécesseurs, dès les premières heures du projet, ont eu à cœur d'associer de façon large les équipes de terrain. C'est plus de 400 personnes qui ont été associées depuis l'origine du projet, de façon à ce que ce soit vraiment la réflexion des équipes qui guide les choix architecturaux qui ont été faits. De la même façon, les usagers ont été
associés, c'est vrai dans les premières années, plus sur des actions de communication que sur des actions d'implication et de participation active. Et c'est vraiment un des enjeux aujourd'hui où on continue à avancer de façon plus fine sur la définition de nos organisations et l'aménagement précis de nos espaces. C'est effectivement fondamental que les usagers participent à ces choix. Et on verra tout à l'heure, au travers de l'exemple de la démarche qui est menée sur le projet d'accueil, comment on essaye de donner vie à cette ambition. Et puis, le dernier point qui est important, c'est qu'au travers de cette transformation des organisations, il est fondamental qu'elles s'intègrent dans la pratique quotidienne des équipes sans attendre l'ouverture du bâtiment. Entrer dans un bâtiment neuf, c'est en soi, une transformation importante. Il est donc important que la transformation des organisations, la transformation de la pratique au jour le jour soit réalisée dès maintenant, dès les prochaines années, de façon à ce que quand on entre dans le bâtiment, ces évolutions soient effectivement complètement intégrées. Et donc, c'est pour ça, effectivement, qu'on avance avec les équipes en essayant de simplifier le cadre de réflexion, de leur permettre de s'approprier leur future unité de travail, en travaillant sur, et on peut passer à la diapositive suivante, les différents secteurs de travail des équipes. On commence par le groupe hospitalisation, qui est quelque part la maille fondamentale, le socle sur lequel on va définir les grands principes et à partir desquels les autres groupes sur la chirurgie ambulatoire, les urgences, les soins critiques, etc., la maternité, pourront se décliner. Donc, en tout cas, on voit bien au travers de cette présentation les différentes dimensions de notre projet, sans oublier la dimension scientifique qui est tout à fait majeure et sur laquelle je vais laisser la parole au professeur Claire Paquet. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je vais juste finir cette présentation sur l'aspect scientifique. Alors, le bilan qui a été fait sur l'aspect scientifique pour la Riboisière, c'est que nous avons perdu environ 5000 mètres, pas 500 000, 5000 mètres carrés de surface recherche, puisque la Riboisière est, comme vous le savez, séparée en deux. Il y a la Riboisière et Fernand Vidal. Il y avait un centre recherche sur Fernand Vidal qui a brûlé et qui n'a jamais été réhabilité. Et puis, il y avait un bâtiment recherche sur la Riboisière qui a été libéré de ses équipes parce qu'il n'était plus aux normes et qui n'a pas été remplacé. Donc, on a perdu environ 5000 mètres carrés. À terme, on aura également Villemain qui sera vendu. Donc, toutes ces équipes, en fait, ont dû se disperser et s'éloigner des équipes de recherche et des équipes de recherche clinique avec lesquelles elles travaillent. Néanmoins, il reste quelques équipes de recherche sur la Riboisière. Il reste 3 unités exactement. Et les locaux dans lesquels elles sont anciens, insuffisants, pas du tout aux normes, même pas du tout adaptés à la recherche. Ce qui fait qu'actuellement, on a une dispersion de toutes nos équipes de recherche, 2, un éloignement de la recherche fondamentale et de la recherche clinique, alors que certains chercheurs fondamentaux travaillent sur des échantillons de patients. Donc, vous imaginez bien que sur le plan réglementaire, c'est quand même compliqué de faire voyager des échantillons de patients dans Paris. Et il y a, sur ce qu'il reste, une configuration qui n'est pas adaptée au bon déroulement de la recherche. Donc, il y a un seul objectif, je suis désolée, il y a une faute de frappe, il y a un seul objectif à la création d'un centre recherche sur la Riboisière, c'est regrouper ses forces pour optimiser le déroulement de la recherche et les publications sur la Riboisière. Donc, la méthode, on peut mettre l'animation suivante, s'il vous plaît. La méthode, c'est on a créé des réunions tous ensemble où on a discuté du projet recherche. On s'est entendu sur quelle équipe viendrait, quelle thématique on porterait, comment on allait se structurer en termes de recherche. On a écrit un projet qui a été soumis à l'université, à la PHP, à l'INSERM. On a eu tous ces échanges-là également. Et donc, pour l'instant, ce projet est validé et on est en train de faire les études de faisabilité de l'implantation de ce centre recherche. Donc, ce centre recherche, je ne vais pas vous parler de la partie bâtimentaire et architecturale que je maîtrise mal. Ce n'est pas moi qui suis aux commandes de ça, mais je vais vous parler de la partie plus scientifique. Donc, on aura 3 axes de recherche qui sont en fait
qui entre en résonance avec les axes médicaux de la Riboisière, à savoir ostéo-articulaire. Sur le plan médical, on a un grand centre d'orthopédie et de rhumatologie qui sera encore plus gros, et on a une équipe, une unité de recherche sur ces thématiques-là, deux même, qui ne feront plus qu'une à terme, et c'est la plus grosse équipe française sur l'ostéo-articulaire et l'une des rares en Île-de-France. La médecine critique, vous savez que la Riboisière est aussi un hôpital orienté vers les urgences, la médecine critique, la réanimation, et on a une grosse unité de recherche pilotée par Alexandre Mébaza sur cette thématique. Qui est aussi une originalité parce qu'il y a peu de recherche en médecine critique en Île-de-France et en France. Donc, c'est une unité qui est très visible. Et puis, bien sûr, l'axe neurosciences, puisque l'hôpital La Riboisière est le deuxième hôpital neurosciences en Île-de-France, avec des vraies forces à la fois médicales, mais de recherche. Notre souhait, c'est aussi de créer un axe de recherche paramédicale. Pourquoi ? Parce que il existe de la recherche paramédicale, qu'elle soit orthophonique, kiné, infirmière, mais actuellement, il est difficile pour ces chercheurs d'avoir une thématique propre et souvent, ils sont en périphérie ou en collaboration avec des équipes médicales et donc font de la recherche sur des thématiques qui sont très médicales, alors qu'il y aurait des thématiques purement paramédicales à développer. Et ensuite, ils n'ont pas d'identité géographique et ils n'ont pas de locaux propres, en tout cas quelque chose vers lequel ils pourraient converger assez naturellement. Ils sont éparpillés un peu partout en Île-de-France au gré des différentes équipes médicales ou de chercheurs avec lesquels ils travaillent. Donc ça, ce sont nos trois axes et le souhait de création de cet axe. Dans l'état actuel des choses, nous serons 11 équipes. Ce n'est pas un énorme centre, mais c'est un centre qui a une masse critique conséquente. 11 équipes, on est loin, on n'est pas du tout le plus petit centre. Par exemple, l'Institut du Fer à Moulins a été un très bon centre et était plus petit. Vous voyez, on a une masse critique avec notamment 22 directeurs de recherche et 25 chercheurs. Et puis, on a bien sûr, étant un hôpital universitaire, une forte valence hospitalo-universitaire. Et il y a une attractivité internationale dans les équipes qui vont se regrouper dans ce centre, avec notamment une attractivité au niveau des doctorants et des post-doctorants. En financement, on est plutôt successful. Sur ces 11 équipes, il y a eu en 10 ans 100 millions d'euros, en incluant bien sûr les 3 RHU. La Riboisière est le seul hôpital à avoir 3 RHU. On a également 4 FHU, un DHU et d'autres projets. Et là, j'aurais pu ajouter un ERC qu'on vient d'avoir à hauteur de 3 millions avec une équipe de neuroépidémiologie. Donc, voilà le projet scientifique. Et en termes d'implémentation, je pense que Bénédicte pourra compléter si elle le souhaite, ou Vincent Nicolas. L'implémentation souhaitée, en tout cas, et qui nous paraît la plus logique, probablement la moins coûteuse et la plus adaptée pour la recherche, ça serait l'actuel bâtiment maternité. Mais de toute façon, il y aura une étude de faisabilité, si j'ai bien compris, sur toute l'aile ouest. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Paquet, merci Bénédicte Isabé. On a pris un peu de retard, donc on va enchaîner. En même temps, le sujet de ce grand hôpital et de ce projet méritait certainement ce temps-là parce qu'il occupe l'actualité de l'institution depuis l'élaboration de son schéma directeur il y a 12 ans. Donc, il y avait matière à présenter cette longue trajectoire. Je voudrais maintenant, donc, pour la présentation à venir, présenter Audrey Desmond, qui va aborder maintenant les conditions d'accueil et de travail à l'hôpital. L'accueil, c'est un seuil physique et psychologique pour qui se rend à l'hôpital, comment entrer dans l'hôpital, comment y être bien accueilli. Dans cette première étape de son parcours patient, Audrey Desmond, déléguée aux affaires générales à l'hôpital La Riboisière, avec le pas le témoignage d'une patiente qui n'est pas là aujourd'hui, analyse donc dans une approche quasi anthropologique les différents comportements et profils connectés des usagers d'aujourd'hui et de demain à l'entrée de l'hôpital, comment viennent-ils à l'hôpital, comment utilisent-ils le lieu d'accueil, comment s'orientent-ils, comment le design des espaces agit-il sur la mobilité et les usages dans la zone d'accueil, pour donc tirer in fine des constats
avec la participation active des usagers et proposer des idées pour améliorer leur expérience. Cette présentation parle aussi des agents d'accueil, comment les visibiliser et professionnaliser leur métier. Elle est riche et il faudra certainement y revenir après le temps du webinaire. Aussi, il est temps de laisser la parole à Mme Desmond. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette très gentille introduction. J'espère être à la hauteur de celle-ci. Donc, effectivement, je vais vous présenter un projet qui, au tout début, avait été pensé dans un premier axe sur une volonté de travailler sur l'expérience d'accueil du patient à l'entrée de l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui. En effet, on avait constaté, donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. On avait, donc là, c'est le plan de masse de l'hôpital Lariboisière tel qu'il est aujourd'hui. Donc, les patients rentrent par là où il y a la flèche rouge, c'est-à-dire par l'avenue Ambroise Paré, et pénètrent ensuite sous un porche, donc, qui est la diapositive suivante, où vous constatez donc, que l'accueil est situé sur un plan latéral droit. Donc, c'est la petite vignette Parme. Et donc, les patients traversent ce porche avant de se diriger vers les différents services. Donc, la première problématique à laquelle on était confronté aujourd'hui, existante, c'est qu'il n'y a pas de hall d'accueil. Donc, sous ce porche, en fait, transitent les patients debout, couchés, les personnels, les deux galeries qui sont sur les côtés qui se regroupent sous le porche, bien c'est l'endroit où transitent aussi les professionnels, s'arrêtent pour discuter, donc ça crée un véritable lieu d'échange. Et puis, c'est aussi l'endroit où on fait patienter les patients qui attendent leur taxi conventionné, donc, et également là où tout le monde se réfugie dès qu'il pleut, puisque la cour après historique n'est pas couverte, c'est une cour grande ouverte. Voilà, donc tout le monde vient se réfugier à cet endroit-là. Et en fait, cet encombrement, ça finit par masquer l'accueil qui parfois n'est pas toujours visible depuis cette entrée pour les patients. Puisque spontanément, comme vous pouvez voir sur la photo, le regard se projette donc à travers le porche qui est un peu plus sombre vers un point lumineux à l'arrière et la chapelle. Donc la perspective est extrêmement belle en termes d'architecture. Et donc les patients se projettent vers l'extérieur et ne tournent pas forcément spécifiquement la tête immédiatement vers l'accueil qui n'est donc pas si visible que ça. Par ailleurs, dans ce local, eh bien, il est fortement encombré puisqu'il y a une banque d'accueil, un mobilier qui est énorme et qui est un peu vétuste et qui masque les agents également aux patients. Alors, de cette problématique découlait inévitablement aussi un point où les professionnels nous remontaient qu'ils se sentaient peu visibles, qu'ils se ressentaient peu visibles des usagers, mais aussi du reste de l'hôpital, et qu'ils n'étaient pas pleinement satisfaits de leurs conditions de travail. Enfin, diapositive suivante. Compte tenu des transformations apportées par le futur hôpital qui modifieront à la fois les circuits que les patients emprunteront et les espaces qui leur seront dédiés, mais aussi les conditions de travail de l'équipe, il nous est apparu, donc ça a été le deuxième volet, de préparer les changements que ça allait induire dès maintenant. En effet, donc l'hôpital, comme Madame Isabelle a présenté, va changer d'orientation. Il va être tourné vers le nord de Paris. Et, diapositive suivante, aujourd'hui, donc, nous avons une équipe d'accueil qui travaille dans un local qui est fermé, derrière une très grosse banque d'accueil, où ne rentrent que 1 ou 2 patients à chaque fois. Demain, cette équipe, elle sera derrière une banque d'accueil, certes, mais au milieu d'un hall. Donc la banque sera ouverte, inévitablement, et le hall est lui-même ouvert sur la ville, et tous les patients patienteront à proximité immédiate des agents. Les consultations qui seront positionnées, donc, comme ça a été présenté dans les PEM historiques, auront des espaces d'attente limités, donc les patients patienteront inévitablement en partie dans ce hall. Puis ensuite, ils devront cheminer vers ces PEM. Donc ce hall, il y aura aussi les patients qui attendront pour les admissions, les traitements externes, etc. Ça implique donc également d'anticiper et de se poser des questions relatives à l'orientation et à la gestion des flux des usagers dès aujourd'hui. Ainsi, diapositive suivante, est née l'idée d'un projet d'engagement collectif pour poursuivre ces 3 objectifs, donc améliorer l'expérience usagère à l'accueil de l'hôpital et réfléchir à comment lui proposer des expériences diversifiées et personnalisées en fonction de ses attentes, pour améliorer les conditions de travail de l'équipe et les amener aussi à intégrer les futurs changements de leur activité,
et puis pour anticiper les transformations du futur hôpital et organiser l'accompagnement au changement donc, des agents. L'idée étant de mener, dès maintenant, les transformations des organisations nécessaires pour faciliter l'installation et l'appropriation dans le nouveau bâtiment à l'avenir. Voilà. Même s'il n'est pas question de modifier les plans, il est possible et nécessaire d'anticiper les évolutions et de se projeter avec les patients et les professionnels et de prendre possession d'une certaine manière des lieux avant même qu'ils ne soient sortis de terre, si je puis dire, pour qu'ils puissent répondre le mieux possible aux besoins des usagers et des professionnels. Alors, pour ce faire, on a pris un parti d'emblée qui, effectivement, comme l'a dit Madame Isabé, pour le nouveau Lariboisière, associe le maximum de patients possible. Et l'ensemble des agents d'accueil, puisque c'était aussi pour eux cette démarche. Donc, nous sommes repartis de la base et on s'est effectivement demandé, mais finalement, qui sont nos patients? Quels sont leurs usages des espaces d'accueil et du service proposé? Et quels sont leurs besoins en attente et leurs attentes en matière d'accueil? Alors, pour ça, on a choisi une méthode inspirée du design thinking pour travailler ce projet. On a monté, comme tout le monde le fait d'habitude, un comité de pilotage où on a associé les différentes directions fonctionnelles et les services de soins. Et puis ensuite, on s'est concentré un peu sur notre méthode. Donc, on a commencé par définir ce qu'était l'accueil. C'est quoi accueillir? Et effectivement, on s'est accordé avec l'équipe sur le fait que, après analyse, accueillir, c'est le premier acte du prendre soin. C'est ce qui va participer à créer le climat de confiance entre les professionnels et l'usager. Certes, c'est un instant où on entre d'un extérieur vers un intérieur, d'un groupe vers un autre, on peut être accueilli dans une communauté, mais c'est aussi un moment où on met en relation. Et cette première impression, elle peut conditionner le reste du séjour hospitalier. Si elle se passe mal, forcément le patient n'est pas dans une bonne disposition, et si elle se passe bien, elle donne déjà une impression ou une sensation de sécurité. Ensuite, pour identifier qui sont ces patients, on a réalisé un recueil des données, donc à partir du PMSI. Et pour constater, contrairement à l'idée reçue, quand on posait la question aux agents, ils nous répondaient les patients, ils sont âgés et dépendants. Contrairement à cette idée reçue, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 15% de nos usagers, de nos patients, qui appartiennent à la tranche des plus de 75 ans et que la très grande majorité de nos patients est relativement jeune et se situe plutôt dans une tranche entre 35 et 75 ans. Donc, déjà, on avait quelques indices sur le fait qu'ils étaient finalement déjà un peu familiarisés avec le numérique. Ensuite, on a réalisé 6 séances d'observation au cours desquelles on a regardé l'ensemble de l'écosystème de l'accueil, depuis l'arrivée du patient devant l'établissement jusqu'à sa sortie, et on l'a suivi discrètement pour regarder où est-ce qu'il posait son regard, quel type de questions il posait, quels étaient son chemin, sur quoi il pouvait buter. On a essayé de conscientiser en fait ce qui ne l'était plus. Au cours de ces observations, donc des espaces dédiés à l'accueil et des services et de ces usages faits par le patient, on a parfois complété ces observations par l'introduction d'un questionnaire auprès de certains usagers afin d'approfondir certains points, et notamment quelles étaient leurs habitudes, donc en matière de numérique bien sûr, mais aussi en matière de recherche d'informations, qu'est-ce qui influençait leurs choix et leurs décisions, quel était leur rapport à l'hôpital également. À l'issue de ce travail, on a pu formaliser 4 personas et une liste d'observations et de constats sur lesquels on a ensuite travaillé dans des ateliers d'idéation. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, vous avez un exemple de persona. Donc, un persona, c'est évidemment un personnage fictif. Mais c'est un personnage fictif qui représente un agrégat d'un ensemble de véritables patients qu'on a croisés dans ces interviews et dans ces observations et qui ont tous, on va dire, des caractéristiques communes en termes d'attente, d'irritants, de modalités de recherche d'informations, qui présentent tous globalement des caractéristiques identiques en termes d'usage aussi. Donc là, vous avez un premier persona, il y en a un suivant, il y en a un second dans la diapositive suivante. En tout, on en a identifié 4. Donc 4 personas sur lesquels on s'est appuyé, diapositive suivante, au cours de 4 ateliers d'idéation
pour décrire, sous forme de courbe d'expérience, leur expérience actuelle à l'accueil tel qu'il est aujourd'hui de l'hôpital. L'objectif étant d'identifier dans la partie basse de la courbe, là où il y a les petites flèches bleues qui remontent, ce qu'on appelle des points de douleur sur lesquels on pouvait travailler pour essayer d'améliorer l'expérience de ces usagers. Diapositive suivante, vous avez la courbe de Jean, par exemple. Donc Jean, on voit que attendre l'arrivée du taxi, là, du côté droit, c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas parce que ça se passe sous le porche, il a froid et il s'ennuie. Donc, diapositive suivante. À travers donc, ces ateliers d'idéation, on a réfléchi au regard de ces points de douleur à quels étaient les défis qu'on pouvait relever. Et donc, on en a identifié un certain nombre. À chaque fois, on se mettait dans la peau d'un persona pour identifier les défis à relever. J'en ai cité quelques-uns sur cette diapositive. Comment faire pour rendre l'accueil agréable, visible, malgré son positionnement latéral et les contraintes architecturales? Comment permettre une attente taxi et une pause à proximité de l'accueil dans un endroit agréable? Comment réaliser l'accueil, l'orientation, l'enregistrement, le paiement éventuellement en une seule fois, alors que ces tâches dépendent de services différents et éclatés géographiquement? Ou comment faire pour s'orienter de manière autonome lorsque l'on ne connaît pas l'hôpital? Voilà 4 exemples de défis qu'on a essayé de relever en phosphorant dans ces 4 ateliers d'idéation pour proposer donc des idées d'amélioration. Alors, pour faire émerger ces idées, évidemment, on s'est appuyé sur les éléments d'observation et d'usage recueillis, et aussi sur des mutations d'usage qui sont à l'œuvre dans la société, du type l'évolution du rapport au numérique, l'évolution du rapport au temps qui tend à se raccourcir, l'évolution du rapport à l'espace qui devient de plus en plus contextualisé, par exemple, avec la géolocalisation ou la réalité augmentée, du type le rapport à l'information qui tend vers des temps courts, du type le rapport à l'expertise ou au fratriarcat, où on tend de plus en plus vers des avis de ses pairs et moins vers des avis d'experts, qui étaient, comme c'était le cas précédemment. Donc, après ces ateliers d'idéation, on a eu une liste de 20 idées, de plus de 20 idées émises au regard des besoins identifiés des patients. Certaines ont fait l'objet d'un focus group. Donc, un focus group, c'est une séance où on réunit des patients qu'on est allé chercher dans les services et à qui on a présenté certaines de ces idées. On n'a pas présenté les 20, sinon ça aurait été beaucoup trop long. Et on recueille leurs commentaires et leurs questionnements pour voir et tester. En fait, dans l'étape d'avant, on est un peu dans ce qu'on aimerait mettre en œuvre, mais il faut le confronter au réel. Et donc, dans ce focus group, on va confronter ces idées au réel et tester leur désirabilité vis-à-vis des usagers. Et puis, en parallèle, on va aussi tester un peu la faisabilité et la rentabilité potentielle des idées. Ce qui peut amener à revoir les idées. Il y a la V1, la V2, la V3, etc. Voire on en abandonne certaines. Donc, à l'issue de ce focus group, dans la liste de ces 20 idées, il y en avait des très simples, qui finalement n'étaient pas très innovantes, du type donner l'accès aux agents, à Orbis Agenda, aux agents, pour qu'ils puissent mieux renseigner les patients qui ne savaient pas où ils avaient rendez-vous. Et puis d'autres, forcément, qui étaient beaucoup plus complexes et qui nécessitaient d'analyser les possibilités spatiales, économiques et techniques de réalisation, telles que mettre à disposition une application de géolocalisation et de guidage au sein de l'hôpital. Alors au final, on a quand même plus de 30 patients qui se sont mobilisés et qui ont participé à ce projet, ainsi qu'un représentant des usagers, membre de la commission des usagers. Et à ce stade, parce que c'est une démarche, comme j'expliquais, itérative, il y a 9 actions issues du focus group qui ont été soit mises en place pour répondre à des problématiques actuelles, bon, très clairement les plus simples, soit qui sont à l'étude ou qui sont en cours de déploiement, pour anticiper et transformer encore une fois les organisations dès maintenant, avant l'installation dans le nouveau Lariboisière. Alors, je vais juste citer 3 exemples. Par exemple, on est en train d'étudier la possibilité d'intégrer un petit salon d'attente, petit parce que le local ne permet pas qu'il soit très développé, au sein du local existant d'accueil, à l'occasion de sa rénovation, donc potentiellement 2023, à proximité des agents d'accueil, tel que ce sera le cas dans le nouveau Lariboisière. De la même manière, on a réalisé d'ailleurs un travail avec les professionnels pour définir avec eux soit un code vestimentaire, soit une tenue professionnelle qu'ils pourraient porter.
L'idée est acceptée par les agents, la solution est potentiellement trouvée et je pense qu'on est en bonne voie de pouvoir finaliser. Un autre exemple encore, on est en train de réaliser un benchmarking donc, pour identifier des bornes qui pourraient permettre de créer un parcours simplifié et rassemblé de l'ensemble des démarches administratives et donc limiter les déplacements des patients et potentiellement fluidifier l'enregistrement des patients puisque les espaces d'attente, encore une fois, seront rassemblés dans le hall du nouveau Lariboisière, en grande partie. Donc, l'idée, ce serait de tester, si possible, dès maintenant et plus tard, si le test est concluant, de déployer ces bornes en plus grande quantité dans le nouveau Lariboisière. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. C'était donc, comme je le disais, une présentation très intéressante qui mériterait de revenir vous voir au-delà du webinaire. Donc maintenant, je vais introduire la dernière intervention, donc, qui est celle de David Cladquin, cadre supérieur du service de néonatologie à l'hôpital Robert-Debré, et d'Astrid Fus, qui est infirmière puéricultrice au sein du même service. Donc, cette dernière présentation témoigne d'une très belle expérience en lien direct avec le titre de ce webinaire, comment concilier les besoins utilisateurs avec l'enjeu architectural. Donc, David Cladquin, comme je l'ai présenté, est porteur du projet de rénovation du service de néonatologie de l'hôpital Robert-Debré autour du concept de Family Centered Care. Il nous expliquera ce concept. Et donc, Astrid Fus, qui, elle, est infirmière puéricultrice, comme j'ai indiqué, spécialisée dans les prises en charge d'une grande technicité dans les soins de développement, dans l'accompagnement de la parentalité, l'aide à l'allaitement dans le service de réanimation et pédiatrie néonatale à Robert-Debré. Ils vont nous parler de patients et professionnels à la manœuvre pour rénover le service de néonatologie autour d'un projet de soins novateur centré autour de la famille et de l'enfant. À noter pour les architectes et ceux qui s'intéressent que le projet d'aménagement a vu le jour d'une certaine manière grâce à l'héritage de l'architecture de Pierre Riboulet, concepteur novateur de l'hôpital Robert-Debré dans les années 80, avec un bâtiment que tout le monde connaît, ouvert sur la ville et intégré dans la colline, dans une composition en étage offrant de vastes surfaces de terrasses-jardins. Nos intervenants vont maintenant nous en dire un peu plus. À vous, David et Astrid. Bonjour à tout le monde. Comme vous l'avez précisé, l'hôpital Robert-Debré, juste un mot sur sa genèse, est né de la fusion de deux hôpitaux pour enfants situés dans le nord de Paris, l'hôpital Hérol dans le 19e et l'hôpital Bretonneau dans le 18e, qui avait été ouvert en 1901. Dans les années 1970, on s'est rendu compte que ces locaux étaient vétustes et les pouvoirs publics, plutôt que de faire des rénovations in situ, ont eu le projet de créer un nouvel établissement. Ça a été l'établissement Robert-Debré, puisque c'est Pierre Riboulet, comme vous l'avez souligné, qui a été retenu pour son projet architectural, avec ce bâtiment principal en arc de cercle qui définit l'hospitalisation et qui est protégé du périphérique par un autre bâtiment, le bâtiment écran, avec une ouverture sur la ville qu'on appelle aujourd'hui la rue hospitalière, donc de l'entrée de l'hôpital et qui draine, si j'ose dire, l'ensemble des services cliniques de l'hôpital, avec également une végétalisation et un apport de lumière naturelle, un jardin d'hiver qui est planté au cœur de l'hôpital, et puis enfin, surtout des terrasses blanches et cubiques de près de 7500 mètres carrés qui ont été plantées sur ce vaste ensemble aux formes courbes, arc de cercle. Donc là, ces terrasses, on va en reparler plus tard. Cet hôpital est inauguré donc, en mars 1988 et mis en service le 2 mai. Donc, le service de néonat ouvre donc en 1988 avec, au 3e étage de l'établissement, avec 26 lits. Puis au fil du temps, on voit ses capacités d'hospitalisation augmenter pour atteindre 32 lits en 2004, date à laquelle l'activité de réanimation néonatale qui existait sur l'hôpital Robert-Debré, mais qui se trouvait au niveau -3 de l'établissement, cette activité de réanimation néonatale va intégrer donc les locaux du service de néonatologie au 3e étage, avec tout d'abord 6 lits, puis ensuite en 2008, l'autorisation d'avoir 12 lits. En 2016-2017, il est décidé de rénover et d'agrandir la taille du service. Donc après des copiles, des réunions d'équipe, des réunions avec les directions fonctionnelles, des travaux vont être entamés, vont commencer à partir de 2018 pour s'achever en 2022, puisqu'il y a eu un décalage à cause de l'épidémie de Covid.
Alors, ce nouveau projet architectural va répondre à un projet médical qui intègre un projet de soins novateur. Comme vous l'avez appelé, c'est le concept de Family Center Care, où on va donner le maximum de place, d'espace disponible aux familles des petits patients. Donc là, il y a une présentation de l'équipe soignante qui est dense, avec une équipe médicale importante, une équipe pluridisciplinaire également, et l'équipe paramédicale. Donc Astrid va vous parler du concept de Family Center Care. Pardon. Voilà. Alors, donc c'est un concept qui ne vient pas de chez nous, qui est anglo-saxon, scandinave, et qui en France est très présent à Brest, à Toulouse, mais pas encore très présent à la PHP, même si on sait que de plus en plus, on a des établissements de néonates qui sont très portés sur le bien-être du nouveau-né et surtout le lien qu'il peut avoir avec ses parents. Lien qui est coupé du coup de façon brutale à la naissance. Donc, en fait, toute la rénovation du service a été faite pour essayer de recréer au maximum un peu un contexte serein, sécurisant, pour que les bébés puissent se développer de façon la plus efficace et avec un meilleur potentiel pour leur développement ensuite. Voilà, donc tous les travaux ont été faits en discutant aussi avec les équipes soignantes, avec certains parents, anciens parents, prématurés, tout ça, pour essayer de réfléchir à la meilleure organisation des pièces pour que les hospitalisations se passent bien. Voilà, donc c'est l'amélioration du lien de parentalité, ça c'était notre objectif principal. Et on sait aussi que la néonate, c'est une spécialité qui est très récente par rapport sûrement aux spécialités de vos services, à ceux qui ont parlé juste avant. Ça fait 50, 60 ans que ça se développe de plus en plus et les parents au départ avaient une place très faible dans la prise en charge des nouveau-nés. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est une des priorités de soins parce qu'on sait que ça a un impact majeur dans l'évolution des patients qu'on reçoit chez nous. Donc, voilà. Ce qui a été incontournable dans les conditions de réussite de ce projet, de redimensionner un petit peu les espaces géographiques, augmenter la taille des locaux, ça a été de travailler sur l'existant, à savoir l'existant des terrasses, puisque le service a pu récupérer 250 mètres carrés de la terrasse qui était adjacente au service de néonat, pour ainsi faire une zone tertiaire, une zone de bureau, et ainsi dégager davantage d'espace pour la rénovation des chambres, pour augmenter la surface des réserves et donner des espaces aussi pour les familles. Donc, il y a 4 unités aujourd'hui, donc il y a 3 unités qui ont été rénovées. C'est l'unité A, l'unité B, l'unité C. Donc, c'est de la réanimation néonatale, un service de soins intensifs, mais en fait qui est mixé, c'est-à-dire que chaque chambre de réanimation et de soins intensifs sont équipées de la même façon. C'est bien que si un patient qui relève des soins intensifs vient se dégrader, on n'a pas à le déplacer pour le mettre dans une structure de réanimation, puisque toutes les chambres sont construites de telle façon à accueillir des patients fragiles. L'unité C, c'est l'unité de pédiatrie néonatale qui a vu aussi, elle, une rénovation. En revanche, l'unité néonate mater avec Silly, c'est une pièce commune, n'a pas fait l'objet d'une rénovation à ce stade. Donc, on a augmenté les espaces pour les patients avec des chambres seules en réanimation en soins intensifs, sauf une chambre double pour accueillir parfois des jumeaux. On a créé 2 chambres parentales pour les familles lorsqu'on a des situations qui sont difficiles, délicates, lorsqu'il y a des accompagnements de fin de vie ou lorsqu'on a des familles qui arrivent et qui habitent loin et qui demandent de rester 24-48 heures. Il y a un espace qui est dédié pour eux. On a créé un salon d'annonce pour les familles et puis aussi une salle de pause. Ouais. Donc, on a des patients qui sont quand même très techniqués parce que donc on accueille aussi des patients en réanimation. Et le gros avantage de ce nouveau service, c'est que les chambres ont été vraiment réfléchies pour qu'ils puissent accueillir autant de matériel que nécessaire pour maintenir un bon état de santé, chose qu'on ne pouvait pas faire dans nos anciens locaux. Donc, on a augmenté notre capacité de soins, les techniques, du coup, nos compétences. Et aussi, ça nous a permis de garder quand même dans les chambres la possibilité d'avoir la présence parentale permanente avec, vous verrez sur la diapositive suivante, un lit escamotable, ou peut-être encore celle d'après, qui permet aux parents de rester, s'ils le souhaitent, voilà, 24 heures sur 24 auprès de leur enfant, même si le studio parental que vous voyez ici est déjà utilisé par d'autres parents. Donc voilà le lit qui est présent
vraiment à côté de l'enfant, même si c'est un tout petit, très techniqué. Et dans toutes les chambres. Dans toutes les chambres, voilà, avec des matelas confortables adaptés à des mamans qui viennent d'accoucher. Voilà, avec une réduction aussi des bruits. Tout a été pensé aussi dans nos chambres pour que le matériel qu'on utilise, les portes, la lumière, tout puisse être tamisé pour aussi nos tout petits patients qui sont très sensibles à toutes les stimulations extérieures. Et on a fait en sorte aussi d'équiper, puisque c'était un service pour le coup qui était neuf là, toutes les chambres avec le fauteuil d'accompagnement, avec le matériel nécessaire pour la maman, le tire-lait par exemple, avec les chariots de soins aussi pour les soignants pour pouvoir travailler comme il faut. Là, on voit une photo d'une des chambres parentales. On a 2 chambres parentales donc, qui permettent d'avoir un canapé convertible et une salle de bain privée, si j'ose dire, pour les familles quand il reste 24, 48 heures, 72 heures, enfin tout dépend des situations. Voilà. Dans les portes communiquent avec la chambre de leur enfant. Donc, il y a plusieurs portes dans ces studios qui permettent d'aller dans différentes chambres. On ferme évidemment les portes qui ne correspondent pas à la chambre de leur enfant, mais c'est vrai qu'ils ont un accès direct, comme si c'était une sorte d'appartement quand ils bénéficient de ce studio. Donc, c'est un énorme progrès pour faciliter le lien parent-enfant. Et grâce à ces travaux, on a quand même observé vraiment une augmentation de la présence parentale et surtout une amélioration de la qualité des soins, la qualité du travail des soignants et puis surtout du temps d'hospitalisation des nouveau-nés qui sortent un peu plus tôt parce que leurs parents sont quand même plus présents. Donc, c'est vraiment le gros point gagnant de nos travaux quand même. Dans la diapositive précédente, sur la diapositive précédente, on voit le salon d'annonce et on a fait en sorte aussi d'y intégrer un fauteuil de relaxation et une lampe de luminothérapie pour les mamans pour pouvoir se relaxer. Donc, ce salon sert pour les entretiens formels, pour les entretiens d'annonce pour les parents, mais aussi, lorsque les mamans veulent se reposer, elles peuvent l'utiliser. Et en ce moment, on parle aussi beaucoup de la souffrance des soignants et cette salle aussi peut de temps en temps permettre un temps de repos voilà, quand le service le permet aux équipes soignantes. Et c'est très apprécié aussi. Voilà. Ça, c'est la salle de restauration pour les parents avec un accès à la terrasse. Et il y a aussi une grande terrasse dont je n'ai pas pris la photo pour les soignants, qui est très appréciée à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, je crois, où il y a beaucoup de soignants pendant les heures de pause. Donc, dans l'ensemble, il y a une vraie satisfaction pour les personnels, notamment lorsque je recrute des nouvelles infirmières, lorsqu'elles voient les travaux, la rénovation des travaux et la place qui est fait, l'aménagement qui est fait pour les familles, elles sont souvent surprises et donc c'est plutôt un attrait aussi pour les jeunes professionnels pour venir travailler. Et puis pendant les travaux, on a eu vraiment plusieurs phases et on a eu cette chance aussi d'avoir 3 chambres test. Alors je ne sais pas si c'est prévu dans les travaux de la Riboisière, mais des endroits de test qui nous ont permis aussi de voir ce que ça donnait en termes de place, comment positionner notre matériel. Est-ce qu'il y a des choses à changer sur le plan ergonomique, ce qui a été le cas d'ailleurs pour certains matériels qui étaient trop lourds pour nous à manipuler. Donc, mine de rien, ces petites phases intermédiaires, ça nous a permis d'affiner notre travail et d'avoir aujourd'hui un service qui est quand même très agréable au quotidien. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup tous les deux pour cette présentation très riche qui pour moi, j'allais dire architecte, montre que l'approche visionnaire de Pierre Desmoulins avec la création de ces terrasses finalement permet d'offrir des espaces extérieurs, la lumière et puis aussi donc des réserves foncières pour faire évoluer l'hôpital et accueillir ces projets de soins et les projets médicaux qui évoluent, évidemment, dans l'histoire d'un bâtiment. Il y aurait sûrement plein de questions à vous poser, à vous et aux autres intervenants, mais je pense que là, on va pas me donner le temps de le faire et que je vais devoir conclure. En remerciant donc tous les intervenants pour ces présentations riches, variées, et puis également au public distanciel présent dans cette belle salle des projets où vous pouvez admirer la maquette au premier plan du futur hôpital nord de Paris. Donc pour conclure, à la place d'Hélène Gilardi, donc c'est un exercice difficile parce qu'elle a dû partir et c'est elle qui devait faire la conclusion. Donc je voudrais simplement
La construction d'un hôpital, en fait, c'est un long processus de gestation qui mobilise l'énergie de nombreux acteurs aux métiers et aux langages différents. Les trajectoires donc, sont longues et nécessitent un processus de maturation, de concertation et d'arbitrage pour faire avancer et mener à terme des opérations complexes qui transforment nos modèles hospitaliers. S'il y a un mot-clé pour ce webinaire, ce serait celui du dialogue et surtout de la persévérance de ce dialogue dans le temps entre utilisateurs de l'hôpital, patients, professionnels du soin, directeurs bâtisseurs, directeurs de projet, programmistes, puis architectes concepteurs. Il faut tenir la distance dans ces process longs de construction qui peuvent durer donc jusqu'à 10 ans. 10 ans, c'est la vie de 2 projets médicaux, hein, je peux dire ça. Ça veut dire que le bâtiment va devoir absorber un certain nombre d'évolutions. Mais dans le dialogue, ce que tous les acteurs partagent, c'est, je pense, la culture hospitalière et le sens du service public pour offrir à tous les patients potentiels que nous sommes des lieux de soins et des plateaux techniques à la hauteur des enjeux de santé publique de demain. Voilà, merci à tous et Virginie, je te laisse. Merci beaucoup à tous. Le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube d'APHP Nord, Université Paris-Cité, et également sur les différents sites internet de nos projets architecturaux, Campus Nord et Nouveau Lariboisière. Donc, vous pourrez nous retrouver sur nos sites. Voilà, un grand merci à vous tous. À bientôt. Et bonne journée à tous. Au revoir.